Bonjour, bienvenue au salon, au forum Made in Job 2016. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2016, date historique qui marque le lancement de cette deuxième édition. C'est bien ça, hein, Samuel? Deuxième édition. Tout à fait. Deuxième édition du salon donc pour les emplois, du forum pour les emplois numériques. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis rédactrice en chef des sites emploi du groupe Figaro. Et à ce titre, je vais essayer de poser des questions pertinentes aux différents intervenants qui sont ici pour cette première table ronde qui va porter sur le thème des profils. Quels sont les profils qui travaillent sur les projets d'innovation digitale? Est-ce qu'ils sont plutôt techniques? Est-ce qu'ils sont plutôt business? Ou les deux? Lorsqu'on regarde les annonces, sur le site Made in Job par exemple, il y a je crois une dizaine d'annonces en ce moment en ligne. Lorsqu'on regarde les annonces, on se rend compte que les rattachements sont très divers. C'est-à-dire que ça peut être un rattachement au DSI, à la direction marketing, au DG, même dans les startups. Bien souvent, c'est en ligne hiérarchique directe. Donc, comment ça marche en fait? Où est-ce qu'on en est? Comment ça marche aussi dans vos entreprises, dans les organismes que vous observez les uns et les autres? On est là pour répondre à ces questions ce matin. Et puis comme c'est ennuyeux de répondre à des questions de façon un peu avec des généralités, eh ben on va prendre des cas particuliers, on va prendre des exemples et on va commencer. Alors je vais commencer un petit tour de table et je vous donnerai la parole, Patrick Baldi. Vous êtes DSI du CEA situé à Cadarache. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal dit votre nom. Non. Pas du tout. Baldi, on a dit. C'est comme le lit, on dit pas le thé, d'accord. Pareil. Voilà, donc directeur des systèmes d'information, on vous appelle comme ça, du CEA qui est situé à Cadarache. Alors c'est l'un des 10 grands centres de recherche du commissariat à l'énergie atomique. Je vous passe la parole dans 2 secondes, je finis de vous présenter. 8000 personnes en France, c'est bien ça? 15 000. 15 000, mes données sont obsolètes, pardon. Et vous-même, vous dirigez combien de personnes à la DSI? À peu près une centaine, dont la moitié de sous-traitants. Une centaine, dont la moitié de sous-traitants. 50 CEA et 50 externes. Ce qui est aussi une caractéristique des directions de systèmes d'information en France. On travaille avec beaucoup de prestats. Et vous allez donc nous parler plus particulièrement des profils qui travaillent sur les innovations digitales au CEA, parce que vous avez des projets. Donc je vous redonne la parole dans 2 secondes, après avoir présenté André Jeannereau. Soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Made in Soft, l'organisateur de ce forum. C'est une association, donc pour qu'on se comprenne bien, c'est l'association qui coordonne et qui anime, c'est comme ça qu'on dit, les programmes Aix-Marseille de la French Tech. La French Tech qui est donc une initiative nationale portée par le gouvernement, comme chacun le sait. Donc vous, c'est Aix-Marseille en particulier. Vous connaissez super bien l'écosystème des startups et toute votre équipe aussi. Vous êtes aussi, on peut le dire, le DSI de Talentia Software. Tout à fait. Voilà, c'est ce que vous faites dans la vraie vie aussi, Oui. en dehors de vos mandats associatifs. Et vous allez nous parler tout plus particulièrement des profils que recherchent les entreprises de la French Tech de la région pour bosser sur ces fameux projets d'innovation digitale. Et je crois que vous avez plein de choses à nous raconter. Samuel Masson. Alors Samuel Masson. Bonjour. Oui, c'est vous qui avez commis ce programme de conférence, brillant, bien sûr. Vous êtes directeur d'Omniciel. Alors Omniciel, c'est un... Non, je ne vais pas vous laisser le présenter parce que vous faites 10 minutes à chaque fois. C'est un cabinet de recrutement qui est basé à Marseille et qui travaille avec une centaine d'entreprises de la région. Ça va ? Je n'ai pas déformé les choses. Et vous êtes spécialisé sur les profils numériques. C'est pour ça que votre témoignage nous intéresse et que vous allez tout nous dire sur... moi, je suis allée voir votre site. Il y a plein d'offres aussi pour le digital qui sont en ligne. Et donc, je vous obligerai à parler des 2 startups là, qui sont en train de recruter des chefs de projets digitaux. Vous n'y échapperez pas. Et puis, Laurent Villon. Alors, on ne se connaît pas. Vous êtes le DSI du Conseil général du Gard. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, en fait, on parle du département, le conseil général départemental désignant les élus, et voilà. Je ne suis pas élu. Donc. Et donc, je ne sais pas exactement de quoi vous allez nous parler, mais on va improviser, c'est pas grave. J'imagine que vous avez des projets d'innovation digitale au département, et vous allez pouvoir nous parler de justement des profils que vous recherchez. Eh bien, tiens, je vais commencer avec vous. Voilà, comme ça laissera un petit répit à Patrick Baldi. Sur quoi vous bossez? Parce que quand on pense département, on ne pense pas forcément à des innovations digitales. Concrètement, dans ma vie courante, comment le conseil départemental a innové et qu'est-ce que je peux avoir de digital dans ma vie? Alors,
Effectivement, en toute rigueur, une administration publique locale n'a pas vocation à développer ou à s'investir dans les technologies digitales dans la mesure où, d'après ma propre analyse, le digital, c'est un secteur qui est éminemment commercial, concurrentiel et sur lequel les acteurs, les anciens acteurs doivent faire face à de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, et doivent survivre dans ce contexte-là. En tant qu'administration, a priori, on n'est pas soumis à la concurrence, donc on n'a pas besoin de survivre, et donc on n'aurait pas besoin d'investir ce secteur. Néanmoins, on vit dans une société qui est numérique. Le secteur public, évidemment, fait partie de cette société. Et aujourd'hui, en tant qu'utilisateur de services commerciaux numériques, vous devez vous attendre, ou vous attendez plutôt de votre administration, du gouvernement français, de ses représentations locales, également, que les services publics soient rendus sur le plan numérique. Donc ça, c'est le premier volet. Donc en tant que département, je rappelle rapidement, un département, que ce soit le Gard ou les Bouches-du-Rhône où nous nous trouvons, les grandes missions sur tout le territoire, ce sont le secteur social. Donc on a à gérer tout ce qui est aide sociale, les assistantes sociales, les centres médico-sociaux, la PMI, d'accord, qui concerne à peu près tout le monde. Ça représente une grosse partie de notre activité, quasiment les 2/3, on va dire ça comme ça. On intervient également pour la gestion des réseaux routiers. Alors là, la relation citoyenne est un peu plus difficile puisque tout le monde utilise le réseau routier, mais on peut imaginer avec les services qu'on connaît tous, de navigation, d'assistance en termes de prévision de trafic, que dans le domaine routier également, le numérique puisse apporter un certain nombre de solutions. Et enfin, on système fournit... social, système routier... Voilà, et l'autre grande mission, c'est les personnels techniques dans les collèges. Donc c'est pareil, les départements sont depuis 3 ans maintenant... à fond pour la suppression des bouquins scolaires, pour nous remplacer ça par des tablettes, afin que nos enfants n'aient pas les dos complètement déformés, non? C'est ça, tout à fait. Donc la réalité, c'est qu'on doit fournir les moyens de fonctionner, les moyens informatiques de fonctionner aux établissements que sont les collèges. Et donc évidemment, il est tentant d'aller vers les technologies numériques. Alors il y a le traditionnel débat, on est presque à la rentrée, d'alléger le cartage des collégiens, etc. Donc on voit bien que, mine de rien, le secteur public, parce qu'il vit dans une société qui est numérique, qui se numérise et qui sera de plus en plus, et je crois qu'on est vraiment là pour parler de ça aujourd'hui, s'il y a de plus en plus d'emplois dans le domaine du numérique, c'est parce que la société devient numérique. Dans cette société numérique, le secteur public ne peut pas faire l'impasse sur ces sujets. Donc j'ai compris comment le numérique, le digital est rentré dans ma vie. En quoi le conseil départemental peut-il contribuer à... Enfin ça, vous y avez répondu plutôt. Est-ce que vous avez des projets justement en ce moment sur l'un de ces 3 chantiers où des équipes digitales travaillent, sur lesquelles des équipes digitales travaillent? Je sais pas si je suis clair. Oui, c'est très clair. La difficulté dans notre secteur d'activité, qui est donc de rendre des services aux citoyens, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire le lien entre le métier et l'usage du numérique. Les métiers, nos métiers fonctionnent traditionnellement, c'est une administration avec des moyens qui sont assez éloignés du digital. Néanmoins, le digital peut leur apporter un certain nombre de choses. Donc ce que nous sommes en train de faire au département du Gard, c'est de revoir le schéma directeur des systèmes d'information, qui usuellement porte, un peu comme pour tous mes collègues, sur la fourniture de moyens informatiques internes à nos agents pour qu'ils puissent fonctionner, vers un modèle tourné vers l'extérieur. Et ce changement de paradigme est très important, parce que désormais, de mon point de vue, il ne s'agit pas de considérer que le client de nos services informatiques, c'est l'agent interne du département, l'un des 3000 fonctionnaires qui nous aidons à faire le métier, mais plutôt le citoyen à qui il va falloir rendre des services. Et ce changement de paradigme nécessite des nouveaux métiers, puisqu'il s'agit désormais non plus de travailler en relation classique maîtrise d'ouvrage avec nos utilisateurs, mais plutôt de se mettre du même côté de la table pour rendre un service aux citoyens, étudier un besoin qu'il est difficile de questionner. La démarche classique d'une DSI, c'est de rencontrer ses utilisateurs, savoir quels sont les besoins pour mettre en œuvre le logiciel qui va leur permettre de faire leur métier. Comment est-ce qu'on consulte les citoyens qui, je prends l'exemple extrême, utilisent le réseau routier du Gard aujourd'hui. Les gens passent en voiture. C'est quand même assez difficile de faire cette collecte de besoins. Et donc, se tourner vers le numérique, même si on n'abandonne pas complètement notre métier traditionnel, qui est de mettre en œuvre des systèmes d'information en interne, nécessite des nouveaux métiers, notamment en matière de conduite de projet, pour être capable de faire face à ces enjeux qui sont d'imaginer, et alors, par exemple,
aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en cours comme projet digital ? Par exemple, sur le réseau routier, je sais pas, il y a pas des... Pour le réseau routier, en ce moment, nous sommes Ouais. en train, donc on est en train de mettre au point le schéma directeur, donc on en est aux prémices, essayer d'identifier comment les nouveaux outils numériques, parce que le numérique, c'est une nouvelle façon de faire de l'informatique, dans la mesure, encore une fois, où le client n'est plus interne, mais externe, hein, c'est tout un chacun dans la rue, au bout de son smartphone. Il y a également de nouvelles technologies. La géolocalisation pose beaucoup de questions chez nous, et on imagine des services, alors je vais prendre un exemple un peu pratique, un peu direct, qui pourraient nous aider à optimiser le travail des agents sur la route avec de la géolocalisation pour savoir typiquement qu'est-ce qu'on fait. Les cantonniers, c'est le conseil départemental, puisqu'on élit les conseillers sur des cantons. Donc le travail de cantonnier, c'est quoi? C'est de faire l'entretien d'une portion de route. Bon, eh bien, on peut imaginer optimiser le travail de ces gens-là avec de la géolocalisation, par exemple. D'accord. On peut C'est-à-dire imaginer... qu'en temps réel, si un utilisateur s'aperçoit qu'il y a un nid de poule ou je ne sais quoi, par exemple, tout à fait. il peut prévenir. Il peut prévenir, tout à fait. Alors pour cela, on peut même imaginer de compléter la géolocalisation avec l'usage des réseaux sociaux. Parce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux existants. Donc avoir une page Facebook département du Gard, route du département du Gard, voilà, signaler ou regarder quelles sont l'actualité sur les portions de route qui vous concernent, ou alors même monter spécifiquement un réseau social qui permettrait le partage entre utilisateurs du réseau routier d'un certain nombre d'informations et de faire face également, et ça c'est un point crucial, à des situations de crise. Car le Gard est sujet aux inondations, comme chacun le sait, c'est les fameux épisodes Sevenol, on est un peu dans la période en plus, et donc on se questionne beaucoup sur la façon dont les technologies numériques pourraient aider nos collègues qui gèrent ces crises à mieux faire leur travail et à assister dans ces circonstances-là au mieux la population. D'accord. Donc via des créations d'applications mobiles, par exemple, ou des sites web dédiés. Enfin voilà. Donc ça, on a bien compris comment ces projets d'innovation émergent, enfin sont en cours d'émergence. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qui les gens qui travaillent dessus? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Quel type de profil travaille au conseil départemental, au département, pardon. Est-ce que ce sont des profils techniques? Est-ce que ce sont des gens qui étaient là depuis longtemps, que vous avez formés et qui ont ajouté une touche numérique, une touche digitale? Est-ce qu'au contraire, vous avez dû aller en chercher à l'extérieur et vous continuez à en chercher? Voilà. Expliquez-nous, les gens qui travaillent là-dessus, c'est qui? Alors, donc un petit peu comme mon collègue, la direction est composée d'une 50aine d'agents. Par contre, nous faisons assez peu appel à la prestation pour tout ce qui est des systèmes d'information classiques. Le principe étant le fonctionnariat, les gens, a priori, effectivement, comme vous le disiez, sont là depuis longtemps, donc on essaie de les faire évoluer. Donc il y a un volet important qui est la formation. Oui, parce qu'on ne va pas se voiler la face, vous avez des fonctionnaires. Tout à fait. Très, très bonne chose, mais les gens qui sont là depuis longtemps, qui ont l'emploi à vie, si leurs compétences ne sont pas adaptées à ce dont le département a besoin, comment on fait? Alors, donc, on les forme autant que faire se peut, et ensuite, on va se cantonner, nous, à des métiers de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de spécification, de conduite de projet, et on va faire appel pour la réalisation des services numériques à des spécialistes qu'on va prendre dans les sociétés de services extérieurs. Extérieur, d'accord. Vous avez des geeks dans vos services? Vous avez des profils On a quelques geeks. Ouais. Et vous avez des profils justement de jeunes qui sont rentrés à des postes de chef de projet, par exemple, et qui sont en train d'évoluer vers des postes avec plus de responsabilités parce qu'ils ont cette agilité dont vous avez besoin? Alors, effectivement, on a quelques jeunes, enfin, je pense à un en particulier. Donc, effectivement, on est en train, dans le cadre du schéma directeur que j'évoquais, de se réorganiser. Et ce chef de projet-là, on va le dédier à tout ce qui est projet numérique. Cela dit, ces compétences vont devoir s'exercer en matière de spécification, de compréhension du domaine, et non pas en matière de savoir-faire, puisque pour le savoir-faire, il faudra des équipes plus conséquentes, des programmeurs, et là on sera obligé de faire appel à l'extérieur sur le volet réalisation et également sur le volet fonctionnement, dans la mesure où tout ce qui est en lien avec le numérique, ça doit être tourné vers l'extérieur. Nous, on ne peut pas se permettre de faire fonctionner ces applications chez nous, car il y a trop de risques de sécurité qui sont en jeu. Pour faire clair, la salle informatique, elle est réservée à un accès réseau privé pour les agents. On est en plus, en tant que secteur public, garant d'un certain nombre d'informations critiques pour les citoyens. On ne peut pas se permettre de prendre de risques de sécurité. Donc tout ce qui est en lien avec le numérique, ce sera hébergé sur des data centers à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Je vous parlais de jeunes qui pouvaient avoir l'agilité d'esprit. On est bien d'accord que les seniors peuvent aussi avoir cette agilité.
quand je dis senior, vous savez, on est senior à partir de 45 ans aujourd'hui, selon la loi. Mais j'ai vu des DSI qui avaient 45, 50 ans se mettre à fond sur les innovations digitales. Voilà, c'est pas seulement le logiciel mental des jeunes qui est adapté. Bon, je suis obligée de vous reprendre Oui. la parole un petit peu. Vous terminez. Non, mais je voulais hein, quand même préciser quelque chose Ouais. là-dessus. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si je dois me considérer comme senior ayant plus de 45 ans, en tout cas, et c'est vrai que les jeunes sont nés avec Internet, hein, et donc on a besoin de cette fraîcheur et cette prédisposition à maîtriser le numérique, puisque le numérique est grandement en lien avec le développement d'Internet. Mais notre génération à nous, on a fait Internet. Oui. Il ne faut pas oublier quand même qu'Internet a une certaine ancienneté maintenant. Et donc, je pense que les DSI qui sont de ma génération sont tout à fait aptes à encadrer des jeunes qui, eux, vont apporter la technicité. Ouais. André Genreau, on rebondit sur ce thème justement des profils qui peuvent travailler dans les startups de la French Tech que vous animez pour Aix-Provence, Aix-Marseille-Provence. Ouais. Qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous observez dans ces entreprises, donc qui sont des pousses, des jeunes pousses essentiellement, hein. Essentiellement, en grande majorité, oui. En grande majorité, la plupart dirigés par des jeunes gens, on peut le dire. Pas toujours. Pas toujours, ah ben voilà, donc ça c'est très bien. Et qui embauchent des jeunes, des moins jeunes, mais qui cherchent en ce moment quel type de profil justement pour travailler sur des projets d'innovation digitale. Si vous partez d'exemples de projets ou d'exemples de start-up que vous connaissez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple ? Alors, les compétences sont variées en fonction de l'origine de l'entreprise. Vous avez la plupart du temps, la start-up, elle est créée par un technicien qui a une idée de génie et il commence le développement de son projet et il avance, et puis à un moment donné, il a besoin de renfort pour compléter les compétences. Donc, à l'origine, ça va être soit je développe en .NET, soit je développe en Java, soit je développe dans d'autres langages. Et c'est surtout la compétence langage qui va être à l'origine du projet. Mais très vite, ce projet va se compléter d'autres compétences. Et je prends notamment aujourd'hui, la plupart des gens utilisent les smartphones. Je pense à une start-up qui s'appelle Kalinda Software. Et ils ont apporté l'originalité que sur un smartphone, n'importe quel consultant, n'importe quel commercial peut être amené à obtenir la signature d'un client pour un bon d'intervention ou pour un bon de commande. Et donc, il a fallu allier des compétences de développement sur la partie smartphone, allier des compétences de sécurité, parce que le document qui va être signé, il doit être sécurisé et on doit pouvoir tracer à quelle heure il a été signé, par quelle personne, et faire la reconnaissance. Et donc, vous avez une multitude de compétences qui interviennent dans la chaîne de valeur du projet pour arriver, bien sûr, à la commercialisation et après à la mise sur le marché, où là, c'est des profils plus communication, marketing, mise en marché, voire même traduction, parce qu'on s'adresse à un marché international. Est-ce qu'au départ de la création de cette appli, il n'y avait pas aussi des profils business qui pouvaient garantir la viabilité de l'idée, justement ? Oui, dans la mesure où bien souvent, l'origine d'une innovation, elle va venir des clients. C'est les utilisateurs qui se disent, finalement, si j'avais un applicatif qui me permette d'avoir cette souplesse d'utilisation et d'usage, ce serait bien. Et à ce moment-là, cette idée va être reprise par un technicien qui va essayer de la mettre en exergue. Donc là, avec cet exemple, on voit qu'il y a à la fois des profils techno, donc les profils techno qui permettent de la faisabilité de l'application et qui permettent surtout de servir les intérêts business de l'entreprise. On voit qu'il y a aussi des profils business qui garantissent la viabilité économique. Est-ce qu'il y a aussi des profils design qui garantissent justement la désirabilité de cette application, donc qui font de l'expérience utilisateur, vous voyez, qui ajoutent une touche importante, il me semble, dans l'utilisation des applications. Parce qu'on voit beaucoup des applis qui sont assez nulles, parce qu'on n'a pas pensé à la façon dont l'utilisateur allait s'en servir.
Est-ce que vous voyez des profils design aussi, parce qu'il y en a peut-être dans la salle? Tout à fait. Sur les profils design, on va avoir deux approches. La première approche, ça va être des ergonomes qui vont regarder comment les utilisateurs se comportent avec l'application. Où va leur œil en premier? Qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils lisent les écrans qui s'affichent successivement? Et là, c'est des techniques avec des entreprises bien spécialisées qui approchent à la fois les sites Internet, mais aussi les applicatifs, quels qu'ils soient, pour conseiller les clients et leur dire, voilà, là, vous avez mis cette information pour la constitution du panier, elle n'est pas au bon endroit et on n'y vient pas spontanément. Donc ça, c'est un premier type d'ergonome. Le deuxième type joue surtout sur les outils de e-learning. Parce que cette application, quand on veut la mettre sur le marché, il faut qu'on apporte tout l'accompagnement de la prise en main. Et la plupart du temps, ça se fait sur des sites Internet à distance. Et donc là, on va avoir des ergonomes qui vont travailler sur l'image, travailler parfois même en 3 dimensions pour pouvoir mettre l'utilisateur en situation réelle de fonctionnement et lui montrer le comportement par rapport à l'usage de l'application. D'accord. Et vous voyez d'autres startups de l'écosystème qui ont besoin de ce type de profil design, plus Oui. design? Tout à fait, parce qu'on en a de plus en plus, si vous voulez. À partir du moment où on développe, je pense notamment à la sécurité, où on développe des accès bien particuliers sur des sites, il faut absolument que les techniciens qui vont intervenir soient formés et aient la maîtrise des risques et des dangers lorsqu'ils vont pénétrer sur le site. Et donc là, vous avez des sociétés qui sont spécialisées pour faire ces produits d'éducation. D'accord. Samuel Masson, est-ce que vous pouvez compléter justement avec votre expérience de cabinet de recrutement, quand des clients viennent vous voir pour vous confier une mission, impossible en général, sur un projet d'innovation digitale, qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce qu'on vous demande... Oui, allez-y, après je compléterai. En fait, on se rend compte que c'est vraiment des besoins individuels. Hein. C'est-à-dire que tout dépend du business model, où est-ce qu'on veut aller, effectivement, pour l'institution même, hein, oui, ou effectivement pour l'entreprise. Ouais, quel projet, quelles sont les forces vives présentes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, par exemple, sur cette question de la digitalisation, on a pu créer des services de A à Z chez des clients qui sont traditionnellement pas présents sur le web, des marques nationales qui ont leur siège social effectivement à Marseille et qui avaient justement externalisé ce canal Internet et qui ont décidé de l'internaliser. Vous avez le droit de citer des marques, Samuel? Non. Vous ne pouvez pas citer de noms de clients, non? Non, bon. On a une centaine, je confirme, on a une centaine de clients. Le client le plus loin est même à l'île Maurice, on a des clients en région parisienne. Vous comprenez que je ne peux pas insister pour avoir les noms, parce qu'en fait, un cabinet de recrutement, ça signe une clause de confidentialité. Donc s'il nous donne les noms, c'est que c'est un mauvais. Donc il ne peut pas faire ça. Mais on aimerait bien savoir. Vous nous le direz dans le creux de l'oreille après. Peut-être. Donc voilà, on repart donc sur les exemples de clients que vous avez. Donc, ce qu'ils vous demandent, donc c'est très singulier. Hein, c'est pas forcément singulier, c'est un besoin par rapport effectivement à un projet d'entreprise. Il s'agit d'intégrer des nouveaux êtres humains. Il peut m'arriver de dire à un client, on n'a pas la nécessité de recruter quelqu'un, mais plutôt d'aller chercher un prestataire, parce que notre problématique, par exemple, d'expérience utilisateur, qui est un vrai métier, il y a des compétences expertes dans le domaine, on ne va pas pouvoir les intégrer. Donc là, à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec un autre acteur effectivement de l'écosystème qui va apporter une prestation de service. En général, tous les profils, on les retrouve effectivement sur la région. On peut voir aussi qu'en fonction de la typologie de l'entreprise, un pure player, évidemment, va intégrer ses content managers, ses traffic managers, ses experts de la relation utilisateur, ses experts des bases de données pour pouvoir interpréter aussi ce qui se passe sur les différents clients qu'ils peuvent avoir. Les besoins sont à chaque fois différents et sont en fonction de la typologie de l'entreprise, où est-ce qu'elle peut aller, où est-ce qu'elle veut aller et ses moyens financiers également. Quand j'ai vu sur votre site, il y a une annonce, par exemple, d'une start-up qui cherche un chef de projet digital, il n'échapperait pas. Donc, il est venu avec le client est venu avec sa demande. Quelles questions vous lui avez posées? Alors, nous, on travaille avec un cahier des charges qui fait 15 pages pour les profils les plus élaborés. Pour comprendre de quel profil il avait besoin, quelles questions vous lui avez posées?
D'abord, on Il est rencontre rattaché à la DG, le dirigeant, on va chercher à comprendre quelle est effectivement son histoire d'entreprise, Ouais. où est-ce qu'il peut aller. Je vais jusqu'à visiter les locaux, rencontrer les autres collaborateurs pour décider effectivement d'une décision commune. C'est pas quelque chose qui se fait en 30 secondes, Ouais. donc c'est 1 heure de rendez-vous en fait pour déterminer un besoin. Ils ont forcément déjà produit des choses, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà interrogés tout seuls sur leurs besoins, Ouais. et l'avancement est plus ou moins effectivement élaboré. J'ai dans mes clients des grands groupes où là par contre la fiche de poste est déjà identifiée, où on fonctionne effectivement avec, parfois on remplace un salarié, auquel cas on raconte ce qui s'est passé avec l'histoire effectivement qu'on construit le salarié effectivement et l'entreprise, et comment on peut améliorer les choses, quels sont les objectifs effectivement qu'on va transmettre aux collaborateurs. Et ça vous arrive, Samuel, de rectifier la fiche de poste, c'est-à-dire de leur dire, alors attendez, vous cherchez, je prends toujours mon chef de projet digital, on peut changer si vous voulez, mais vous avez mis une dimension vachement techno dans votre offre, mais il n'y a pas de dimension business. Or, un chef de projet digital, s'il ne comprend pas le métier de l'entreprise, c'est une catastrophe. J'imagine que... Tout à fait. Ça nous arrive tous les jours. Ça vous arrive de rectifier et ça nous arrive même de rectifier. Alors après, il y a un principe de réalité par rapport au marché. Par rapport au marché, quels sont les collaborateurs qui sont présents effectivement sur tel territoire. Donc on va déterminer, on va être en capacité de dire, ok, c'est un recrutement qui est réputé facile ou un recrutement effectivement difficile, où il va falloir mettre en place des actions spécifiques. On peut par exemple avoir la nécessité de travailler sur des job boards. Quel est l'endroit où on va mettre l'annonce, à quel endroit, pourquoi, et quel collaborateur on va chercher. On peut faire enfin des chasses, donc des opérations de chasse, c'est le fait de se dire on va aller chercher un collaborateur dans telle entreprise pour le trouver. On renvoie toujours effectivement à la réalité, et ensuite le cahier des charges peut évoluer pendant le recrutement. Je vous donne un exemple. Parce que ça c'est la... Non. Non, je traduis juste pour les candidats. Ce que vous disiez, Samuel, quand vous cherchez sur un job board, si vous cherchez un métier dans le numérique ou dans le digital, pensez bien à aller voir à la fois dans les services informatiques, mais aussi dans les services marketing-com, et aussi peut-être dans d'autres rayons, parce que les boîtes rangent ces profils dans des cases très différentes. Et c'est super important, parce que vous pouvez rater un poste si vous ne pensez pas à faire ça. Je vous repasse la parole, pardon. Oui, c'est vrai qu'après, un certain nombre d'acteurs ne référencent pas bien leur annonce, ça c'est certain. Voir l'annonce, c'est un vrai travail d'écrire une annonce. Nous, c'est 1 à 3 heures la rédaction d'une annonce. C'est-à-dire pour réfléchir à quelle est la personne cible qu'on va vouloir contacter. Et si ce message lui correspond, forcément qu'elle va répondre à l'annonce. Oui. Donc il s'agit des deux côtés d'un travail effectivement de communication pour déterminer quel est le besoin de l'entreprise, mais quel est aussi le besoin du collaborateur. Un collaborateur, au-delà effectivement de son profil technique ou son profil de savoir-faire fonctionnel, il a aussi des aptitudes et un comportement qui va être adapté ou pas à l'entreprise, des valeurs aussi qui sont adaptées ou pas à l'entreprise. Et je confirme, Sylvia, on a pu voir des gens intégrés dans le service RH, intégrés dans le service effectivement marketing, qui sont des profils digitaux. C'est-à-dire qu'on ne les rattache pas toujours effectivement à la DSI. Ça, c'est des choix conscients, en tout cas que nous, on fait rendre conscients à nos clients, de façon à ce que les choses se passent le mieux possible et que les projets avancent. Je vais passer la parole à Patrick Baldi pour qu'il nous raconte justement au CEA de Cadarache, quand vous avez des projets d'innovation digitale, je ne sais pas si c'est le cas, quand vous en avez, enfin vous en avez eu quand même, quand vous en avez, comment vous staffez vos équipes ? Quel type de profil vous prenez ? Alors, non seulement on en a eu, on en aura, et on fait que ça. C'est beau. Donc, moi, je ferais quand même une différenciation entre projets d'innovation digitale et projets digitaux innovants. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas les mêmes profils que l'on recherche. Donc, il se trouve que nous, effectivement, donc sur Cadarache, le centre de Cadarache, c'est 6000 personnes, dont 2200 à peu près salariés CEA, ce qui montre qu'il y a beaucoup d'intervenants sur le centre, etc. Ah oui. Et les profils que l'on a au niveau de la DSI, c'est essentiellement des Bac plus 5, des ingénieurs, puisque la partie réalisation est en fait sous-traitée la plupart du temps.
soit à des gens à travers des contrats qui sont là tout le temps, ou soit lors de projets éventuellement. Donc on fait plutôt de la conception, de l'architecture, et justement autour de ces projets digitaux. Alors pourquoi je fais la différence entre projets d'innovation digitale et projets digitaux innovants? C'est que pour moi, les projets d'innovation digitale, c'est rendre un service qui était déjà effectué auparavant par d'autres moyens ou par d'autres technologies, et on introduit les nouvelles technologies du numérique dans ces services ou dans ces industries qui auparavant fonctionnaient très bien, c'est pas le souci. Alors que les projets digitaux innovants, c'est carrément de concevoir de nouvelles technologies digitales. C'est plus de la R&D, donc je vous dis, on fait les deux, et je vais vous donner justement des exemples. Ouais. On a eu des projets qu'on a terminés sur le passage de la radio, vous savez, les radios où les agents de sécurité discutent avec un talkie-walkie, etc. Donc auparavant, c'était la radio analogique, et là, on a terminé un gros projet de passage en radio numérique. Donc pour moi, ce n'est pas un projet digital innovant. C'est juste introduire des technologies digitales dans un domaine qui auparavant était parfaitement desservi par des technologies dites analogiques. Mais ça apporte d'autres compléments, d'autres souplesses dans l'utilisation, voire même ça apporte aussi des... On n'en a pas parlé, et je pense qu'y compris dans les organismes étatiques, etc., c'est aussi une préoccupation qu'on a, c'est que c'est aussi pour des problématiques de rentabilité. Oui. C'est-à-dire quand on passe au numérique, ce n'est pas uniquement pour donner des services supplémentaires, c'est surtout pour faire moins cher ce qu'on faisait avant avec de l'analogique. Oui, c'est aussi un mantra. Et ça, c'est aussi très important. Un des slogans du CEA, c'est de la recherche à l'industrie. C'est pas pour rien, c'est parce que dès qu'on met en place ce genre d'outils, c'est aussi dans l'optique de le déverser dans l'industrie, etc. Donc pour la partie mise en place de projets d'innovation digitale. D'innovation digitale. Donc, j'ai cité la radio numérique, qui nous a permis de réduire les coûts, qui nous a permis aussi d'augmenter le nombre de groupes de parole, par exemple, alors qu'avant, il fallait switcher d'un service à un autre. Donc, on a pu augmenter le périmètre à coût plus faible. Donc, c'est mieux pour la sécurité. Donc, c'est mieux pour la sécurité. Ouais. C'est mieux, on arrive à localiser des gens parce qu'on a de la localisation géographique sur les terminaux digitaux. Il y a eu des services supplémentaires, mais tout ça à coût moins important. Ça, c'est quand même important. Donc, il y a eu ça. Je prends l'autre cas qui est aussi très important et dont on parle beaucoup, c'est tout ce qui est vidéosurveillance. Il y a beaucoup d'activités qui étaient faites, notamment c'est sur la protection physique du site, et notamment, entre autres, des endroits un peu sensibles. Ben, on n'a pas attendu aujourd'hui pour mettre de la vidéo. Vous imaginez bien, sauf qu'avant, c'était de la vidéo analogique, donc qui était enregistrée, je fais simple, sur des cassettes VHS, etc. Donc on a rendu le même service avec de la vidéo numérique, donc fatalement moins cher, parce qu'avant on avait un système en étoile. Donc il fallait, quand vous avez un centre qui fait 900 hectares, vous imaginez bien qu'entre chaque caméra et le point de la régie vidéo, il faut tirer un câble. Quand vous passez en numérique, vous êtes plutôt sur un système Ethernet, donc un anneau, et vous pouvez mutualiser du coup les fibres, etc. Donc du coup, en termes d'infrastructure et de maintenance, c'est déjà beaucoup moins cher. Par contre, ça a des impacts en termes de profil qui sont aussi très différents, parce que les gens de la vidéo classique, on l'a vu encore tout à l'heure sur les enregistrements Internet, il y a quand même des interfaces qui sont pas les profils sont différents. Donc le passage à la vidéo numérique, ça inclut des problématiques de stockage sur le data center, parce que dès que vous numérisez peut-être, mais la vidéo, vous la voulez en combien de résolution? Faible, plus importante? Vous avez des data centers internes? Ah oui. Enfin, nous, on ne fait rien à l'externe, pour des raisons plus de sécurité, parce que on peut en discuter. Mais... non. Donc du coup, on a des data centers internes sur lesquels certainement on a des gros projets d'infrastructure là-dessus. Mais ce qui veut dire qu'il y a aussi des emplois liés à ces data centers internes. Quoi. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Pour maintenir ces data centers, donc la vidéo numérique, c'en est un. Après, il y a des projets, on va dire, d'innovation digitale qui sont très simples. Hein. On a des bus, par exemple, qui desservent le centre et donc qui amènent les gens de Daix, de Pertuis, de Manosque, etc. Donc on a à peu près une cinquantaine de lignes de bus. Et puis le problème... Comment ça, on a vous? Oui, le CEA. Le CEA a ses propres bus. Oui, c'est ça. On a qui sont sous-traités à une compagnie, etc. Mais ça fait partie... oui, parce qu'il faut les transporter. Il faut transporter les 6000 personnes globalement. Donc certaines vont bien en voiture, d'autres en bus, etc. Et la problématique qui s'est posée, c'est comment prévenir les gens que le bus est en retard ou qu'il y a un problème.
Ça existe, ces programmes-là. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a deux manières de voir les choses. Quand on prend ce truc-là, on dit pas de problème, on va faire une application, on va mettre un serveur, etc. Ça, les informaticiens, dès qu'il y a un besoin, ils créent une application. Ouais. Et là, on dit non, on ne va pas faire ça. Qu'est-ce qu'il existe sur étagère dans le commerce permettant de faire ça? Ce sont tout simplement des alertes SMS, et il y a des, sans citer, mais que ce soit Orange, SFR ou autre, ont ce service qui est de dire vous vous inscrivez, et nous, on envoie juste sur le serveur d'Orange ou de SFR, pour pas faire de... parce qu'ils ont tous le même service. On dit voilà, on envoie un message, et puis les gens ont la possibilité de s'inscrire pour chaque ligne de bus à un numéro qui leur enverra un SMS, il y a un problème. Donc ça, c'est un projet d'innovation digitale qui nous a coûté 1 heure de travail, juste de savoir qu'est-ce qui existait. Oui, mais alors ça m'arrange pas parce que c'est pas bon pour les emplois. Non, mais là, c'est juste pour vous faire la différence. Par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Alors, allons-y. Et qui nécessitent de l'expertise, notamment sur la partie cybersécurité. Clairement, là, et sur la partie informatique industrielle. Vous avez embauché sur ces... Oui, là, j'ai à peu près 5 postes supplémentaires. Donc, dans un contexte où normalement, on n'embauche pas, surtout dans nos domaines, parce que nous, on est quand même un financement quasi étatique. Là, j'ai 5 postes, donc on augmente de 10% les effectifs. Vous avez 5 postes à pourvoir ou pourvus déjà? En cours. D'accord. Donc, on va voir sur votre site, il y a les annonces? Non. Parce que moi, je fonctionne à l'envers. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Moi, je fais le profil de poste une fois que j'ai vu les candidats. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Si, alors je vais vous expliquer pourquoi. Samuel, il est d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de préciser. Parfois, quand le client n'arrive pas à déterminer son besoin, on peut lui amener 3 choix qui sont 3 êtres humains et qui vont lui permettre d'avancer dans sa prise de décision. Et qui sont des profils assez différents, ou du moins... Parce qu'il y a plusieurs façons de faire un job, surtout sur un poste de direction. Et puis on ne fait pas qu'un job, parce que quand on parle de projet, donc projet d'innovation digitale, et puis nous on fait beaucoup de projets digitaux innovants. C'est-à-dire qu'on développe des technologies dans le domaine du digital qui potentiellement seront transmis à l'industrie plus tard. Donc vous faites de la recherche dans le digital aussi. Dans le digital aussi, oui. Ok. Parce que donc c'est pour ça qu'on a les deux, on est à la fois consommateur et producteur dans le domaine du digital. D'accord, c'est génial ça, parce que ce qu'on comprenait tout à l'heure, c'est que c'était pas très sexy de venir bosser chez vous, parce qu'on pourrait pas développer des technos. Maintenant, je vais vous convaincre. Eh ouais, c'est pas mal. Parce que le problème, c'est que justement, on est obligé d'avoir des profils. Je sais pas, un projet digital, d'ailleurs, ce sont souvent des projets très courts, parce que si vous prenez des projets de 3-4 ans dans le digital, vous êtes mort, parce que le taux de renouvellement des technologies, c'est 6 mois. Vous avez été dépassé par la French Tech depuis longtemps. Voilà, c'est 6 mois. Donc, fatalement, quand on embauche quelqu'un, on ne l'embauche pas pour 6 mois. Ouais. On l'embauche, nous, pour 40 ans, généralement, parce qu'une fois qu'il est au CEA, il ne veut pas en partir. C'est-à-dire à vie. Oui, non, mais c'est très important parce que ça pose un problème aussi de renouvellement des compétences, vous l'avez cité, et de pyramide des âges à l'intérieur d'une équipe. Et moi, je suis assez vigilant là-dessus parce que quand vous parliez on est vieux, on est jeune, etc., on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune d'un autre, donc ce n'est pas un problème. À 50 ans, vous allez être très jeune par rapport à quelqu'un de 70, et à 30, vous allez être très vieux pour quelqu'un qui en a 18. Hein. Donc, ce n'est pas le vrai problème. Et l'appropriation des technologies, moi, j'ai trouvé des jeunes qui sortaient de l'école qui n'étaient absolument pas matures dans l'utilisation des technologies dites digitales. On fait tout un, on va dire, autour de ces jeunes qui arrivent et qui maîtrisent. Franchement, ils ne maîtrisent pas tant que ça. Moi, c'est un peu mon sentiment. Sauf s'ils ont fait des stages au CEA, c'est ça? Non, parce que pas nécessairement, parce que justement, les stages au CEA nous permettent aussi de les challenger et de voir un peu s'ils sont bons, etc. On utilise beaucoup les réseaux d'écoles, d'anciennes écoles, etc. Oui. Il y a des écoles que vous préférez? Alors, nous, on a une problématique particulière, c'est qu'on cherche des profils, pas nécessairement d'informaticiens. Parce que moi, je considère que les projets digitaux que l'on a sont des projets d'interface, bien souvent. On cherche des gens qui sont capables d'être à l'interface de plusieurs choses, et pas uniquement du métier de l'informatique, mais à l'interface de plein de... Des autres métiers, donc de bien comprendre les autres métiers. Alors, ça peut être un informaticien qui a cette capacité à être en interface. Ça peut être, je prenais l'informatique industrielle qui est en train de subir une mutation technologique énorme. Il n'y a pas si longtemps que ça, on recrutait des automaticiens, donc des gens qui avaient fait plutôt des filières d'électronique, d'automatisme, donc qui savaient programmer des automates programmables, donc c'est vraiment très très particulier. Il y avait des logiques câblées, plutôt électroniques. Maintenant, tout ça a basculé dans le domaine de l'informatique. Quasiment tous les automates maintenant communiquent entre eux via des réseaux informatiques, etc. Il n'y a pas eu encore dans ce monde-là une mutation culturelle, de dire, bon, ça y est, on fait table rase du passé, maintenant il faut se mettre à du Windows, à du Linux, etc. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est finalement des gens qui viennent d'écoles de ce type-là, donc des écoles très techniques, parce qu'il faut avoir un actif
techniques pour pouvoir discuter avec des gens qui vont faire des projets digitaux. Mais Patrick, à 19, 20, 21 ans, à 23, 24, parce que quand ils sortent d'école, ils ont plutôt... on n'a pas l'expérience des métiers, des autres métiers. Je ne parle pas d'expérience, je pense de background technologique, c'est-à-dire de savoir comment fonctionnent, je sais pas, des machines, comment fonctionne, ne serait-ce que d'avoir le vocabulaire. Ouais. Vous prenez un chimiste, par exemple, pour prendre un domaine, c'est important d'avoir quelqu'un qui est, par exemple, ingénieur chimiste, qui après devient responsable, chef de projet dans le domaine digital, qui a développé une compétence informatique de développement parce que ça lui plaît, etc. Ouais. Parce que le jour où il va développer un logiciel pour les laboratoires Pierre Fabre ou Pfizer, etc., il aura le vocabulaire pour discuter avec les gens du métier. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'informaticiens qui n'ont pas le vocabulaire des métiers. Et il y a beaucoup d'incompréhension et de projets qui dérapent. Pas parce que les gens sont mauvais, parce qu'on est ni bon ni mauvais, mais c'est parce qu'il y a un problème de communication et de bien spécifier le besoin et de comprendre qu'au final, le besoin du client final, quel qu'il soit, il y a une différence entre le besoin exprimé et le besoin réel. Et si vous n'êtes pas du métier, franchement, ça vous passez à côté. C'est Samuel tout à l'heure qui voulait rajouter une dimension, parce que moi j'essayais de garder le débat sur les profils business, techno, design. En réalité, il y a une quatrième dimension qui est la dimension de la personnalité, de la comprenette. Hein, il faut. Vous savez, la cybersécurité est un bon exemple. Dans la cybersécurité, aujourd'hui, dans la cybersécurité, dans les systèmes industriels, c'est les gens de l'IT, donc classiques, qui disent ça y est, on a un nouveau terrain de jeu, on va aller dans le système industriel, on va faire de la cybersécurité. Ceci dit, avant, dans le domaine IT, ça s'appelait la sécurité informatique. On n'a pas attendu aujourd'hui de faire de la sécurité informatique. C'est pas parce qu'on a. Justement, les gens de l'IT qui viennent dans les systèmes industriels se plantent. Mais se plantent royalement parce que le monde parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et puis c'est un monde très différent, qui a des contraintes business qui sont très différentes. Et donc s'ils ne viennent pas du domaine industriel avec une compétence cyber, ils vont se planter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle. Il nous reste encore 2-3 minutes. Est-ce que vous voulez prendre la parole? N'hésitez pas, on est entre nous, c'est pas filmé. Personne ne connaîtra votre nom. Est-ce que vous voulez poser des questions? Je vois pas très bien. Levez vite. Oui, voilà. Est-ce que vous... Bonjour. Alors, une question à Monsieur Masson. Je suis obligée de répéter parce qu'on est filmé, donc sinon, voilà. Allez-y, je vous laisse terminer. Alors, un profil plutôt commercial, généraliste, école de commerce ou DUT ou IAE, d'accord, avec un master en communication, et vous souhaiteriez aborder l'écosystème start-up, l'innovation, enfin le digital, le numérique, et vous voudriez travailler pour cet écosystème et vous demander comment est-ce que je peux faire. Samuel Masson, c'est une question pour vous, ça? Ah oui. Est-ce que vous auriez des exemples de boîtes? Il est certain que du fait qu'on ne forme pas assez d'ingénieurs, qu'on ne forme pas assez de personnes pour un secteur qui est en forte croissance, moi j'ai certains de mes clients, ils font du plus 30% par an. Leur siège social est ici. Les jobs sont ici effectivement à pourvoir. Et ils intègrent 30% de collaborateurs en plus tous les ans. Comment il faut se présenter, ça reste quand même des questions individuelles. Il est sûr que la question qu'on peut se poser, c'est aussi quels efforts je suis prêt à faire pour aller sur un nouveau secteur. C'est-à-dire que quand on a peu d'expérience dans le digital ou l'IT ou le numérique, qui, on l'a compris, sont des métiers qui se rejoignent, qui ne sont pas si nouveaux que ça, en plus, en partie. Nous, on voit les choses se dessiner, ça fait 15 ans que je fais du recrutement sur ce secteur. Il y a des choses, il y a 15 ans, on les voyait venir. Donc il s'agit de passer le premier pas. Comment passer le premier pas? C'est pas toujours facile. Ça peut vouloir dire des concessions sur le salaire, autant être très franc. Donc on est moins payé dans le numérique? Non, on est mieux payé, mais on est mieux payé quand, on a quand les salaires sont beaucoup plus élevés structurellement que sur beaucoup de secteurs. Où tout à l'heure, on va avoir un doublé, santé et IT. Alors là, on ne parle plus des salaires. J'ai vu des offres à 38, des offres de chef de projet digital, 38
40 000 €. Mais il y a plus. Sans expérience, si je ne... Ouais, c'était bien ça. Il y a beaucoup plus. Ouais, bon, enfin, pour un ingénieur de développement, un lead développeur, aujourd'hui, certains, on les paye 70. C'est-à-dire que la limite du prix d'une compétence, il y a un prix des compétences de toute façon. Alors comment on peut s'inscrire dans ce parcours? C'est d'abord, parfois, on a déjà fait des choses dans le digital, on n'en est pas conscient. C'est la façon dont on va valoriser dans son parcours, effectivement, ces expériences. Donc nous, en entretien, on est capable de les faire ressortir. Ça peut être une formation, à un moment donné, aussi utile. Moi-même, je vais donner mon exemple. J'ai un master de l'école centrale que j'ai refait au bout de 10 ans de carrière. Je suis quelqu'un pareil qui a un MBA marketing RH au départ, et j'ai fini par faire un master technique parce que ça faisait 10 ans que j'échangeais avec les différents DSI. Et maintenant, vous comprenez ce qu'ils disent. Je comprenais déjà ce qu'ils disent parce qu'au fur et à mesure, on comprend. Et de toute façon, comprendre la totalité de ce marché, très peu de personnes sont capables de le comprendre. On le sait très bien. C'est-à-dire qu'il y a des niches dans plein d'endroits différents. Il s'agit de voir ce qui vous intéresse le plus, quel est peut-être le fil conducteur. Si vous avez travaillé dans la logistique, il y a de l'informatique dédiée à la logistique. Peut-être que c'est une compétence fonctionnelle que vous allez plus facilement réussir à proposer auprès de telle ou telle entreprise. Alors, je crois qu'Hervé voulait aussi compléter la réponse de Samuel Masson. Quand vous parlez d'angle d'attaque pour aller rencontrer les entreprises qui sont sur le salon, je pense qu'il faut surtout bien identifier l'entreprise et son métier pour positionner vos atouts. Si vous allez voir une entreprise qui réalise des sites Internet, vos compétences de communication sont intéressantes parce que vous allez pouvoir vendre le projet Internet aux clients et donc faire ce type de business. Par contre, si vous rencontrez une entreprise qui travaille de façon généraliste sur le système d'information, c'est votre formation IAE très généraliste qui va vous permettre de vous adresser à des chefs d'entreprise et de parler stratégie, pilotage de l'entreprise avec des arguments du domaine de la gestion. Par contre, si vous allez voir voyageprivé.com, c'est votre expérience de baroudeur à travers le monde qui fera que vous trouverez les arguments pour vendre les voyages par téléphone ou par Internet. Vous comprenez? Donc ça, il faut analyser vos atouts et les mettre en regard de l'entreprise que vous prospectez. Vous avez fait des voyages? Non? Magnifique. Est-ce qu'on a le temps, Patrick? Oui. Juste pour dire que là, on parle de produits digitaux, c'est-à-dire que si on veut vendre des produits digitaux, c'est autre chose. Enfin, c'est pas parce que dès qu'il y a digital, il y a énormément de choses derrière. Des projets digitaux, des produits digitaux ou des projets digitaux innovants, c'est pas pareil pour moi. Là, vendre un produit qui existe et qui est digital, c'est effectivement ce type de profil est tout à fait recherché. Après, il y a le savoir-faire technique et puis il y a le savoir-être. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Mais ces projets sont éminemment collaboratifs la plupart du temps. Et nous, ce qu'on recherche, et je vous donne un exemple sur un poste que l'on a, je vais recruter un gars qui sort de l'école des mines là, de Gardanne. Et ce qui m'a attiré dans son CV, c'est le fait que quand il était au collège, il était non pas en sport-études, mais en culture-études, en théâtre. Et c'est quelque chose qui est important. Non, mais comme quoi. Alors, par contre, attention, je ne l'ai pas pris uniquement parce qu'il faisait du théâtre, on est bien d'accord. Par contre, c'est quelqu'un qui est excellent techniquement, mais des excellents techniquement, on en a, enfin au CEA, on en a dans tous les placards, donc c'est pas le problème. Il faut un signe distinctif. Mais à un moment donné, on voit bien que le savoir-faire différenciateur, ça va être ça. Ça veut dire comment, dans le cadre de ces projets digitaux, on va arriver à les atteindre en performance, en délai, etc. Parce que c'est des métiers qui nécessitent quand même de l'interface en permanence. Et le savoir-être est hyper important. Peut-être des fois plus que le savoir-faire. Je souligne ce que dit Patrick, effectivement, on remarque que dans le domaine digital, cette nouvelle façon de travailler ensemble avec les métiers ou le citoyen que j'évoquais tout à l'heure nécessite d'autres compétences d'accompagnement de type plutôt managérial, ce qui ouvre effectivement la voie à des profils multidisciplinaires, avec de l'IAE par exemple, ou ce genre de formation qui sont tout à fait aptes à conduire les débats, à comprendre les besoins, voire à communiquer, parce que comme on le soulignait tout à l'heure, en termes de design, c'est important. Les applications numériques doivent avant tout être ergonomiques et la capacité à bien communiquer au travers d'une interface n'est pas une caractéristique technique de type informatique. Ou à savoir se mettre à la place de l'utilisateur, c'est-à-dire l'empathie, tout simplement. Tout à fait. Messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette table ronde.